Bonjour à tous, aujourd'hui sur Conscience TV, dans le cadre d'une émission dont le thème sera le suivant, comprendre et dépasser les schémas répétitifs, j'ai l'immense plaisir d'accueillir mon invité Chantal Mallet. Chantal, bonjour, vous êtes spécialiste en Theta Healing et fondatrice de la méthode directe. Alors, votre approche à travers ces deux méthodes se concentre notamment sur la libération des schémas répétitifs. Pour commencer cette émission, pourriez-vous définir ce que vous entendez précisément par schéma répétitif dans ce contexte de nos vies et comment se manifeste-t-il concrètement dans notre quotidien? Mm. Oui, bonjour Stéphane. Alors, un schéma répétitif est quelque chose qui se répète dans notre vie. Euh, Cela peut être le même type de situation, le même type de personne que l'on rencontre, quelque chose dont on n'arrive pas à se défaire et qui revient encore, malgré nos efforts. Par exemple, vous pouvez vouloir changer de travail et chaque fois que vous allez trouver un nouveau travail, vous allez retrouver exactement le même type de problématique, les mêmes personnes, le même type de supérieur hiérarchique. Peut-être que vous n'êtes pas reconnu, peut-être qu'on vous en demande beaucoup, peut-être que vous vous sentez transparent, etc. Et cela revient à chaque fois malgré vos efforts. C'est ce qu'on appelle un schéma répétitif. Alors, votre activité met en avant les besoins primaires de sécurité, d'amour et de contrôle comme moteur de nos actions. Selon votre expérience, comment ces besoins fondamentaux, lorsqu'ils sont mal comblés ou déformés, contribuent-ils à la mise en place et à la perpétuation de schémas répétitifs que nous jugeons pourtant délétères? Pour bien comprendre ce que sont ces besoins primaires de survie, euh, que sont les besoins de sécurité, d'approbation, de contrôle, euh, il faut expliquer un petit peu ce qu'ils sont. Ces trois besoins primaires de survie viennent de notre croyance et de notre sentiment d'être séparés de la source, de notre essence, de notre être-té, de notre être infini, qu'on peut appeler le tout, qu'on peut appeler Dieu, ou que certains peuvent appeler l'univers ou notre essence. Donc, en se séparant de notre infinité, pour faire l'expérience de ce que c'est, de ce que ça fait peut-être un corps mental limité, cette séparation va créer un premier sentiment d'insécurité. J'ai perdu la sécurité du tout puisque j'ai perdu ma dimension, euh, puisque Dieu a créé l'homme et la femme à son image, j'ai perdu ma dimension omnisciente, omnipotente et omniprésente. Le deuxième manque qui s'est manifesté est le manque d'approbation, le manque de reconnaissance, le manque d'amour. Donc, en me séparant de l'amour, de la source d'amour infini, je pense que j'ai perdu cet amour et je ressens ce manque. Et je n'aurai cesse de retrouver cet amour dans le monde, chez les autres, au travers de leur approbation et de leur reconnaissance. Et enfin, le troisième manque est le manque de contrôle qui est en lien avec notre dimension omnisciente, euh, avec laquelle nous sommes en relation tout le temps via notre intuition qui nous guide, euh, qui nous fait ressentir que ça c'est bon pour nous, ça n'est pas bon pour nous. Ça c'est notre dimension omnisciente qui nous guide. Mais lorsque nous sommes coupés de ce ressenti, de cette dimension omnisciente, euh, nous pensons que nous sommes dans un monde hostile, souvent, dans lequel il faut lutter, en proie à un mental euh, qui s'agite tout le temps avec des émotions souvent qui nous mettent en insécurité. Et donc, je pense que je dois contrôler mon environnement pour retrouver ma sécurité et je dois aussi contrôler mes émotions et celles des autres afin d'avoir leur approbation. Un exemple concret de cela, si vous voulez, ça a été le mouvement des Gilets jaunes, hein. On n'a pas de travail, ou on a un travail précaire, ou un travail qui ne nous permet pas de vivre correctement, donc sentiment d'insécurité, manque de sécurité, donc besoin de sécurité. On ne nous écoute pas, on est transparent, on a le sentiment de ne pas compter, de ne pas être important, donc manque d'amour, de reconnaissance.
Et puis, il y a des lois qui passent, ça n'arrête pas de changer, nos conditions changent, on n'est jamais consulté pour rien, on ne sait jamais de quoi demain sera fait. Le monde nous échappe, on n'a aucun contrôle sur rien, manque de contrôle. Voilà. Donc, et tant qu'on ne va pas libérer ces motivateurs de l'ego, ces programmes de survie, eh bien, ils vont tourner encore et encore et encore et revenir à travers les situations de notre vie. Et quand on a en général un schéma répétitif, c'est parce que ça fait partie de ce que j'appelle du programme de vie, quelque chose de vraiment que l'on vient résoudre dans cette vie. Et donc, ça nous est resservi sous une forme ou sous une autre, jusqu'à ce qu'en général, on n'en puisse plus. On se retrouve à genoux, comme je me suis retrouvée, et où là, on baisse les armes, on essaye, on arrête d'utiliser notre mental, on demande de l'aide et on va chercher. Mais ces trois motivateurs primaires de l'ego, que sont le besoin d'approbation, le besoin de contrôle et le besoin de sécurité, sont vraiment comme un bouton marche-arrêt. Si j'appuie sur marche, ça s'enclenche. Si j'appuie sur arrêt, ça s'arrête. C'est aussi simple que ça. Vous soulignez justement l'importance de se libérer de l'emprise du mental. Dans quelle mesure le mental, avec ses mécanismes de défense et ses stratégies de survie, joue-t-il un rôle actif dans le maintien de ces schémas répétitifs? Concrètement, comment le mental nous enferme-t-il volontairement dans ces boucles? Alors, comprenons le mental. Le mental est simplement la somme des pensées conscientes et subconscientes que nous avons accumulées depuis cette descente dans le physique. Donc, si on pense à l'homme préhistorique, c'était d'abord des véritables problématiques de sécurité, puisque je dois me vêtir, il fait froid, je dois trouver un endroit où dormir, euh, je ne sais pas quoi manger. Quand je comprends quoi manger, peut-être que ça n'est pas bon pour moi. Peut-être que je vais réussir à attraper un petit animal pour le manger, mais il y a quelqu'un de plus fort que moi qui vient et qui me le prend. Voilà. Donc, ces programmes remontent vraiment à la nuit des temps. Euh, mais prendre un exemple un petit peu plus concret, disons qu'un programme s'est créé avec un ancêtre il y a 350 ans. Peut-être que cet ancêtre, à un moment, a voulu dire sa pensée, il a voulu exprimer ce qu'il pensait vraiment, il a dit sa vérité, et cela lui a apporté de graves ennuis, peut-être même qu'on l'a tué pour cela. Les générations qui ont suivi, qu'est-ce qu'elles ont enregistré? Eh bien, elles ont enregistré, c'est dangereux de dire sa vérité, c'est dangereux de dire ce que l'on pense. Et ce programme peut arriver jusqu'à vous si c'est une problématique qui vous correspond. Et donc, chaque fois que vous allez devoir parler, chaque fois que vous allez devoir réellement dire ce que vous pensez ou que l'on vous demande votre opinion, ces programmes vont se réactiver, le mental va rejouer tous ces anciens films. Le programme de survie, oui, mais si tu dis ce que tu penses, tu vas avoir de graves ennuis, peut-être que tu vas aller en prison, peut-être que l'on va te tuer, etc. Et les programmes de manque de sécurité et de manque de contrôle vont se mettre en action et du coup, vous allez vous sentir angoissé, vous allez avoir peur. Et voilà comment ce mécanisme qui est profondément subconscient va se mettre en place et comment, en fait, on peut passer une vie entière euh, le résoudre ou sans jamais le résoudre. Euh, il y a une autre raison, c'est le mécanisme de la pensée même. Euh, si vous voulez, c'est comme lorsque l'on prend une photographie. Euh, on prend la photographie et puis au moins jusqu'à quelques années, on développait un négatif. Et puis à partir de ce négatif, on développait une image positive en couleur ou en noir et blanc. Bien, la pensée fait la même chose. Si vous voulez, pour reprendre les enseignements de Lester Levinson, ce qu'il disait à une de ses élèves,
il disait, bien, quand je te dis froid, tu penses chaud. Quand je te dis haut, tu penses bas. Et en fait, il explique que c'est dans la nature de la pensée même. Et ce qui se passe, c'est que, bon, si j'ai un programme où je dis, voilà, je donne beaucoup pour les autres, mais je n'ai jamais de reconnaissance, eh bien, peut-être que en même temps que je vais me dire, bon, j'en ai fini avec ce programme, à partir de maintenant, je me sens aimée, voilà, je vais me gonfler avec de l'estime de moi-même, j'ai, je crois en moi, je reconnais ma valeur, etc. Mais peut-être que en arrière-plan, au niveau subconscient, je continue à avoir cette image de je ne suis pas reconnue. Et donc les deux images vont être en conflit. Et qu'est-ce qui fait que le schéma va revenir, comment le mental va nous resservir le programme? Eh bien, il peut y avoir deux raisons. Ça peut être soit l'habitude, j'ai l'habitude de, de manquer de reconnaissance. Et du coup, je ne sais pas ce que ça fait que d'avoir de la reconnaissance. Ou bien, j'ai de la résistance à lâcher mon manque de reconnaissance pour une raison ou pour une autre. Et donc, il va falloir travailler soit sur l'habitude, soit sur la résistance à lâcher le programme pour que ça puisse se faire. Vous abordez dans votre site officiel l'enfance et notamment les blessures d'enfance comme source de ces différents schémas. Vous pourriez approfondir ce point, à savoir comment les expériences vécues durant l'enfance s'inscrivent-elles dans notre subconscient et façonnent-elles des programmes qui se rejouent inlassablement à l'âge adulte? Quel type de blessures, notamment infantiles, sont particulièrement propices à la création de ces schémas répétitifs? Alors il y a deux manières de regarder ça. Soit on peut dire effectivement, tous mes problèmes viennent de mon enfance. C'est souvent l'approche qui est utilisée. Ou alors je peux dire, voilà ce que je viens résoudre dans ma vie. Je viens apprendre à retrouver la confiance. Je viens apprendre à me libérer des programmes de trahison ou d'un autre schéma. Et les bases de cet exercice que je suis en train de faire, ou ce que je viens apprendre à libérer et à retrouver en sentiment positif, toutes ces bases ont été posées dans mon enfance. Et en fait, c'est exactement ce qui se passe. Entre 0 et 7 ans, c'est comme si nous avions reçu un cahier d'exercice avec, ça peut être retrouver la confiance en soi, ça peut être retrouver la sécurité, ça peut être se libérer de la trahison, etc., etc., etc. Ce que j'appelle souvent des programmes de vie qui sont beaucoup plus marqués chez certaines personnes que chez d'autres. Et c'est comme à l'école, lorsque le professeur vous donne un exercice et vous dit, ben voilà, vous avez 1 heure pour résoudre cet exercice, eh bien, nous, entre 0 et 7 ans, nous avons reçu cette liste d'exercices à faire, ce cahier d'exercices, et nous avons le reste de notre vie pour résoudre l'équation. Alors, prenons un exemple. Si nous prenons l'exemple de la personne qui manque de reconnaissance, bien, euh, la reconnaissance, l'approbation, c'est une autre manière de dire l'amour infini. Si je ne suis pas reconnue, je ne suis pas aimée. En fait, c'est cela. Pour ça que reconnaissance, approbation, amour, ce sont la même chose, c'est la même chose. Ce programme de manque de reconnaissance est très profond. Il est très profond chez l'humain parce que le petit enfant se dit, si ma mère ne m'aime pas, elle ne va pas prendre soin de moi et je vais mourir. Lester Levinson l'explique très bien dans Clé vers le bonheur infini et ça a été vraiment très important pour moi de comprendre ce mécanisme-là. Que euh, ce qui nous retient beaucoup dans ce monde et ce qui nous empêche d'avancer, c'est en lien avec le corps. Le corps et notre peur que le corps meure, ce qui arrive inévitablement. Mais donc, quand nous revenons, nous, le petit enfant, nous avons la conscience
que ce corps est fragile et que ce petit corps de bébé est très fragile. Et donc, nous avons besoin que l'on s'occupe de nous. Et pour que l'on s'occupe de nous, eh bien, nous nous rendons aimables. Nous faisons tout pour être aimés de la personne qui va s'occuper de nous. Donc, nous le faisons dans notre enfance et nous continuons de le faire dans notre vie d'adulte. Pourquoi est-ce que certaines personnes disent toujours oui à tout? Pourquoi est-ce que certaines personnes vont parfois supporter l'insupportable? Eh bien, pour avoir cette approbation, pour avoir ce sentiment de reconnaissance, d'amour qui signifie notre survie. Et c'est pour cela que ce programme est aussi fort chez l'humain. Jusqu'au jour où nous comprenons, où nous apprenons, souvent de guerre lasse, que ça n'est pas à l'extérieur que nous allons trouver cette approbation, cette reconnaissance et cet amour, mais que c'est à l'intérieur que nous allons trouver. Et c'est quand nous le trouvons à l'intérieur de nous-mêmes que cela commence à se manifester dans notre vie à l'extérieur. Vous Ok. parlez de schémas répétitifs, de manque d'amour, de contrôle et de sécurité. Ces manques sont-ils toujours conscients chez la personne qui les vit ou peuvent-ils opérer de manière totalement inconsciente, guidant nos choix et nos réactions à notre insu? Et comment les identifier, ces schémas inconscients? Alors, je dirais que les schémas dont nous parlons sont toujours inconscients. Lorsqu'ils remontent au niveau conscient et que l'on en prend conscience, en général, c'est qu'on est à bout. Et c'est pour ça que Lester Levinson dit le bout du bout de l'homme et l'opportunité de Dieu. Mais ce bout peut aller très loin. Parfois, les personnes donc finissent par devenir conscientes de leurs problématiques, dire oui, mais moi, c'est parce que je n'ai pas eu d'amour quand j'étais enfant ou j'ai cette problématique-là. Euh, Mes parents ont toujours déménagé, donc je me suis toujours sentie un peu nomade, j'ai de la difficulté à m'ancrer quelque part, etc., 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 sans pouvoir véritablement le résoudre. Parfois, on en a conscience, sans avoir conscience que c'est retenu seulement par des programmes de survie. Mais on a conscience de ce que l'on a mis en place sans pouvoir le changer. Mais le programme est toujours subconscient. Hmm. Ça peut avoir des répercussions dans tous les domaines. J'étais même à réfléchir en même temps que vous répondiez à ma demande. À savoir, je vais vous donner un exemple très simple. Une personne qui a été victime dans son enfance de harcèlement scolaire, par exemple, donc va avoir une sorte de schéma répétitif selon laquelle elle n'est pas aimée, elle n'est pas appréciée, ce qui peut globalement la rendre relativement asociale et pour elle difficile de travailler dans un environnement collectif ultérieurement. Il peut en survenir un burn-out. Ah, complètement, complètement. Parce que ce qui va se passer, c'est que la personne souvent a perdu donc non seulement l'approbation, mais elle a perdu sa sécurité puisqu'elle ne se sent pas en sécurité étant harcelée. Elle a perdu aussi le sentiment de contrôle de sa vie. Je ne contrôle pas, je ne peux pas contrôler ce que les autres me font. Et en fait, ça va la mettre dans un état d'apathie qui est l'état émotionnel le plus bas dans lequel elle puisse être. Et dans cet état d'apathie, en fait, on met son pouvoir. Il va falloir prendre, que cette personne apprenne à libérer ces manques de sécurité, ces manques de contrôle, ces manques d'approbation pour pouvoir libérer les schémas euh, et les libérer pas seulement dans cette vie, mais les libérer aussi à travers toutes ces lignées génétiques, toutes ces vies passées, les libérer en tant que programme de vie pour que la personne commence à sortir de l'apathie, sortir de la peur, sortir du chagrin, sortir de la peur pour monter en envie. J'ai l'envie de réussir, j'ai l'envie d'être comme tout le monde, j'ai l'envie de me sortir de ça, et puis d'aller jusqu'en, ça va passer par la colère, mais quand je suis en colère, je reprends mon pouvoir. La colère est souvent
l'expression d'un désir de reprendre son pouvoir. Et la colère va nous emmener vers les émotions beaucoup plus positives, euh, de, d'orgueil, qui est un stade utile, mais dans lequel on ne doit pas rester, jusqu'en courage, et le courage de tout remettre en question et d'aller voir qui est ce que je suis vraiment. Mm. Alors, abordons désormais les questionnements sur la résistance à la guérison. Le thème central de cette émission, c'est la résistance à la guérison de ces schémas. Pourquoi, malgré notre désir conscient de changement et nos efforts, ces schémas semblent-ils si tenaces et difficiles à déraciner? Quels sont les mécanismes de résistance interne qui s'opposent à notre guérison? Mm. Euh, alors, comprenons ce qu'est la résistance. Qu'est-ce que la résistance? Donc, la résistance, c'est notre difficulté à lâcher quelque chose. Je m'accroche. Donc, si j'ai de la difficulté à lâcher un programme, si je m'accroche, euh, il peut y avoir deux raisons. Ça peut être soit parce qu'il y a une peur en arrière-plan, ça peut être une peur ou du jugement de soi. Euh, si c'est une peur, je vais aller voir ce qui motive cette peur. Ça peut être de l'insécurité en lien avec une situation déjà vécue, euh, ou ça peut être quelque chose qui a été vécu au niveau familial, au niveau ancestral, ou de la conscience collective, mais en tout cas, il y a quelque chose qui retient cette peur. Et si je remonte au plus loin, je vais toujours retrouver un de ces trois besoins, ou deux, ou les trois besoins d'approbation, de contrôle ou de sécurité. Et en les libérant, je vais en même temps, puisque c'est ce qui motive la peur va disparaître. Si c'est du jugement de soi, c'est pareil, je vais aller voir ce qui retient le jugement de soi. Pourquoi est-ce que je m'en veux? Pourquoi est-ce que je ne me pardonne pas? Ça peut être une raison. Ou ça peut être parce que j'ai un bénéfice. Si je lâche ma résistance, qu'est-ce qui se passe? Euh, eh bien, peut-être que si je lâche ma résistance, je vais arrêter d'être victime et on va arrêter de s'occuper de moi. Peut-être que si je lâche ma résistance à être heureux, disons, oui, je vais être heureux, mais je vais me sentir coupable par rapport à ce que j'aime, peut-être à mes parents, peut-être à un frère, à une sœur qui ne réussit pas bien. Et par empathie, je vais résister au bonheur, je vais résister à la réussite pour lui montrer que je l'aime et que je la soutiens. Donc, soit ce sont des mécanismes très, très subtils qui maintiennent cette résistance en place. Mm. La méthode directe met l'accent sur le déblayage, le détachement et l'introspection méditation. Pourquoi ces trois modulations sont-elles essentielles pour dépasser la résistance au changement et en quoi chacune de ces étapes contribue-t-elle spécifiquement à briser la force des schémas répétitifs? Alors, en fait, quand on commence sur cette voie, au moins avec la méthode directe, on commence avec le déblayage. Le déblayage va nous permettre de libérer, on va dire, les gros dossiers, tout ce qui nous encombre, euh, tout ce qui fait barrage, obstacle, et qui fait que l'on est rendu au bout. Donc, en général, nous le faisons de manière sporadique. Laisser partir les schémas, laisser partir les motivateurs primaires de l'ego, laisser partir les besoins de survie, au fur et à mesure que ces besoins se présentent. Euh, Lorsqu'une situation résiste, euh, ou lorsque mon mental s'agite pour savoir, par exemple, si je dois faire ou ne pas faire quelque chose, je vais utiliser le déblayage dans un exercice qui s'appelle ni attachement ni aversion pour arriver au détachement, pour arriver à ce que l'on appelle souvent le point zéro. C'est-à-dire, je n'ai, que ce soit euh, comme ça, je suis content, je suis heureux, ou si c'est comme ça, je suis heureuse aussi. Quelle que soit l'issue, je sais que mon bonheur est à l'intérieur. Mais après, je peux avoir une préférence. Si je dois avoir une préférence, eh bien, je préfère que ce soit comme ça. Mais ce sera sans attachement et sans aversion. Et puis, l'étape suivante sur le chemin,
ça va être l'introspection. L'introspection, la méditation. Et l'introspection arrive lorsque on avance de mieux en mieux, de plus en plus facilement sur le chemin, lorsque c'est de plus en plus facile, lorsque je vais de plus en plus vite à déblayer. Là, je vais utiliser l'introspection où je vais pouvoir aller plus loin, plus en profondeur, et où je vais pouvoir libérer des blocs entiers du mental. Euh, et je vais aussi libérer les tendances et les habitudes. Et à partir de là, je vais beaucoup plus vite. Vous avez exploré diverses approches avant de développer la méthode directe, mentionnant notamment les enseignements de Lester Levinson, de Frank Kinslow, de Bruce Lipton et la maîtrise du Theta Healing. Qu'est-ce que ces différentes approches vous ont appris sur la nature de la résistance à la guérison et qu'est-ce qui, selon vous, rend la méthode directe particulièrement efficace pour lever ces blocages? La méthode directe, comme le quantum entrainment de Frank Kinslow, à ma connaissance, ce sont les deux méthodes qui vont emmener directement au-delà du mental. D'abord, au-delà des pensées conscientes, à, où on va trouver les réponses du subconscient, et puis encore plus loin, au-delà du subconscient, où les réponses nous sont montrées toujours en lien avec l'amour, avec la sécurité, avec notre dimension infinie, omnisciente, omniprésente, omnipotente. Et en fait, ce sont, à ma connaissance, les deux seules techniques. Alors, on va dire que avec la méthode directe, on va utiliser un petit peu de mental. Lester Levinson disait, on utilise le mental pour défaire le mental. Mais ça, c'est vraiment au début. Et très vite, on apprend à aller directement au-delà des pensées, au-delà du mental. C'est ce que fait aussi c'est ce que fait aussi le Quantum Entrainment, le QE. C'est ce que fait aussi la méthode Sedona. C'est ce que fait la release technique. C'est ce que fait la méthode directe. Et on est vraiment tout de suite en lien direct avec notre être infini, avec notre être-té. Le Theta Healing est présenté comme une technique qui permettant de changer des croyances bloquantes en possibilités illimitées. En quoi les croyances profondément ancrées dans notre subconscient sont-elles un frein majeur à la guérison et au changement de nos schémas répétitifs? Et comment le Theta Healing agit-il concrètement pour modifier ces croyances résistantes? Alors, le Theta Healing va travailler sur les programmes subconscients, sur les croyances subconscientes. Donc, tant qu'un programme est là, pour le mental, comme le mental ne sait que créer, le mental se dit, OK, j'ai un programme à jouer, donc il joue ce programme. Donc, si, disons, il y a 5 générations de cela, euh, un ancêtre a été trahi, et que l'ancêtre a utilisé, s'est dit par la suite, eh bien, j'ai été trahi, je dois me méfier de tout le monde, ce programme va redescendre. Tant que je ne vais pas aller voir pourquoi j'ai ce programme, je dois me méfier de tout le monde, et que je retrouve l'ancêtre à la 5e génération, et que je le libère, et que je lui enseigne que peut-être s'il écoute son intuition, peut-être que s'il a le discernement de ce qui est bon, de ce qui n'est pas bon pour lui, s'il écoute cette intuition, eh bien, il saura faire les bons choix, il saura en parler, et il peut parler et il sera toujours guidé pour être en sécurité. Et donc, il va pouvoir libérer ce programme qui va se libérer dans les générations qui descendent jusqu'à vous. Euh, donc, en fait, le Theta Healing va retirer un programme néfaste du subconscient pour le remplacer par un programme positif, par un programme aidant. Je dis souvent, c'est un peu comme un chirurgien qui va retirer une toute petite séquence d'ADN qui serait défectueuse et qui va la remplacer par une séquence saine. Et en fait, en Theta Healing, on va dire que voilà, le chirurgien, c'est Dieu, et puis le praticien est celui qui fait la demande auprès
auprès de Dieu pour la personne, à moins que la personne ne décide d'apprendre la technique pour le faire elle-même. Euh, ce qui se passe avec le Theta Healing, c'est que euh, nous allons devoir retirer, je dirais, chaque séquence les unes après les autres tant que l'on n'a pas trouvé le programme vraiment racine à la racine de tout ça. Alors, quelquefois, on le trouve dans un système de croyance, mais s'il n'est pas retiré dans tous les systèmes de croyance autour, un peu comme dans tous les autres parties de la chaîne ADN, eh bien, le programme va continuer de se jouer, va continuer de se répéter. Et selon les programmes, peut-être que ça peut se faire en 2, 3 séances, peut-être pas plus. Vous soulignez qu'on ne guérit pas avec sa tête, mais avec son cœur. Pourquoi, selon votre expérience, l'approche purement intellectuelle et mentale est-elle souvent insuffisante pour guérir les schémas répétitifs? Qu'est-ce que le cœur apporte de fondamental dans le processus de guérison que le mental ne peut offrir? Le mental, c'est juste une boîte avec des programmes qui sont empilés les uns sur les autres. Donc, le mental n'a aucune solution. Quand on pose une question mentale, et il y avait un psychiatre anglais qui avait dit ça, mais si seulement les gens pouvaient arrêter de poser des questions à leur mental, déjà, ils iraient beaucoup mieux. Parce que le mental n'a aucune réponse. Qu'est-ce qui se passe lorsque pose une question mentale? On pose une question mentale et le mental, il va aller rechercher dans le stock. Exactement comme un logiciel dans un ordinateur va aller rechercher, comme un moteur de recherche, va aller rechercher, ah oui, tiens, j'ai cette référence-là, j'ai cette référence-là, j'ai cette référence-là. Et il nous les ressort. Et quelquefois, c'est bien, quelquefois, ça correspond à un trauma, à quelque chose de pas très agréable. Mais le mental n'ira jamais au-delà de ça, parce qu'il ne sait pas. Le cœur, contre, va être souvent, pas forcément, mais va souvent être notre centre. Et j'ai compris cela. Une fois, je me souviens, j'étais dans le jardin et je pense que j'étais fatiguée avec, vous savez, quelquefois quand on dit, oh là là, non, c'est trop là, vraiment trop de choses, trop de tout. Et j'en avais un peu assez de tout ça. Et puis je me suis dit, ah, si le monde pouvait disparaître. Et d'un seul coup, c'est comme si le monde avait disparu autour de moi. Et j'ai ressenti mais comme un soulagement, comme quelque chose qui disparaissait. Et puis après, je me suis dit, oui, mais Sartre disait, le faire, c'est les autres. Oui, mais il avait raison, si les autres pouvaient disparaître. Et là, même chose, un sentiment de, ah, bien-être. Et l'étape suivante, ça a été, ouais, mais ce corps, des fois, il est lourd, il est fatigué, il a mal partout. Si mon corps pouvait disparaître. Et troisième vague de bien-être. Et là, je me suis retrouvée dans mon cœur. Et c'est un chemin qui m'avait été montré par Lester quand j'étais au travers du Theta Healing. J'avais demandé à le rencontrer et quand je lui avais demandé, mais Lester, comment tu as fait? Et j'avais vu sa présence qui était là sous forme énergétique et il avait pris ma main, il l'avait posée sur son cœur en me disant, c'est là qu'il faut aller. Et j'ai compris ce jour-là, j'ai compris vraiment ce qu'il y avait dans ce cœur. En fait, il y a rien et tout. C'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire que quand vous êtes là, quand vous êtes au niveau du cœur, tout le reste disparaît. Tout le limité, toutes les limitations, tout ce qui encombre disparaît, tout devient possible. Et je me suis retrouvée dans mon cœur, j'ai retrouvé un sentiment de légèreté, un sentiment de bien-être et un sentiment de paix et un sentiment d'expansion. Je me suis dit, waouh! Et là, j'avais l'impression que je pouvais tout demander et que la réponse que j'avais était toujours juste. Et en fait, c'est cela parce que ce qu'on trouve en allant dans notre cœur, c'est notre propre être infini. C'est pour cela que Mr. Levinson dit, l'être est plus près de vous que votre chair.
Et en fait, euh, pour moi, l'être infini, euh, Dieu, le créateur de tout ce qui est, c'est là, c'est cette paix à l'intérieur. La méthode directe est qualifiée d'antiméthode et de chemin. Qu'implique cette notion d'antiméthode et en quoi la méthode directe se distingue-t-elle d'approches plus traditionnelles? Euh, Peut-être parce qu'il n'y a pas de procédure, il n'y a pas de étape à suivre, il n'y a pas de euh, déjà il n'y a pas de thérapeute, il n'y a pas de praticien. C'est quelque chose que vous pratiquez avec vous-même. Vous êtes vous avec vous. Alors oui, au début, on apprend un petit peu comment faire, bien sûr, mais cette méthode, elle est tellement directe, soit avec soi, que ce qui va peut-être l'empêcher de fonctionner ou d'être une voie pour vous, ça va être sa simplicité dans le sens où si vous ne le faites pas, il ne se passe rien. Si tous les jours, vous ne prenez pas du temps avec vous-même, si tous les jours, vous ne prenez pas l'habitude d'aller regarder vos habitudes, d'aller regarder ce qui se passe dans votre vie et de vouloir le changer, il ne va rien se passer. Le, la méthode directe va vous renvoyer à cette notion qui est primordiale de prendre la responsabilité. Quand je prends la responsabilité de c'est moi qui l'ai créé, certes avec mes programmes subconscients, mais c'est quand même moi qui l'ai créé, ça veut dire que je peux le décréer, je peux agir. Et c'est moi qui décide, c'est moi qui le fais. C'est personne d'autre le fera pour moi. Et c'est ça la méthode directe. Ce sont mes pensées, ce sont mes croyances. C'est moi qui ai mis ça en place. C'est moi qui le crée dans ma vie. Et quand j'accepte que c'est moi qui l'ai fait, je reprends mon pouvoir dans le sens où si je l'ai créé, j'ai le pouvoir de le décréer et de créer autre chose à la place. Alors, je voudrais qu'on aborde une partie annexe de votre activité, à savoir le crystal viewing, que l'on pourrait interpréter ou que vous décrivez comme une projection de la conscience dans l'astral, si je ne me trompe pas. Mhm. Cette capacité du crystal viewing à voir clairement ou à pouvoir identifier nos schémas répétitifs, est-ce une étape potentielle vers la guérison et quelles pratiques ou outils proposez-vous pour développer cette vision claire, entre guillemets, ou cette approche, cette projection de Mm. soi? Le crystal viewing est une technique puissante, hein. C'est une technique, on peut dire, qui est issue, pas véritablement issue du Theta Healing, mais qui a été assez tôt utilisée par le Theta Healing parce que c'est une technique très, très ancienne, hein, qui était utilisée il y a plusieurs milliers d'années, euh, qui consiste dans nos temps modernes, pour la rendre sécure, à faire une grille, à allonger une personne sur une table, faire une grille de cristaux autour et faire une projection astrale pour trouver la réponse quelque part dans l'astral ou dans notre subconscient profond euh, à quelque chose que l'on veut savoir ou que l'on veut voir. Donc, cette technique va nous renvoyer à notre propre mémoire, mais va aussi nous renvoyer à ce que l'on appelle couramment les annales akashiques, la mémoire du temps, la mémoire de la création, en fait. Et dans cette mémoire de la création, on peut aussi bien aller voir les pyramides au temps de leur construction, que l'on peut aller voir euh, ce que l'on savait faire euh, ou peut-être si vous aimez les plantes et vous êtes attiré par les plantes, ou si vous êtes attiré par les cristaux, peut-être des techniques que vous aviez, des connaissances que vous aviez, et vous allez pouvoir amener ces connaissances avec vous consciemment au travers de cet exercice. Mais vous pouvez aussi aller voir pourquoi vous n'arrivez pas à résoudre quelque chose dans votre vie. Et cela va vous emmener euh, à, à la mémoire d'origine, au scénario, au film, à l'histoire d'origine, vous allez pouvoir observer, vous allez pouvoir comprendre et vous allez pouvoir le libérer complètement. Et c'est très puissant. Euh, contre, je dirais, il faut vraiment être
déjà avoir une attirance pour cette technique. Euh, Quand on aime les cristaux, ça aide aussi. Mais avoir une attirance pour cette technique, bien la comprendre et prêt à être prêt à y aller, être prêt à aller voir que parfois, c'est arrivé, on peut se retrouver dans un trauma et là, il faut que la personne soit bien formée pour pouvoir vous faire revenir. Mais au final, l'enseignement a toujours été là. Vous proposez également des séminaires, notamment le pouvoir en soi, et vous y abordez le déblayage, le détachement et l'introspection méditation qu'on a évoqué tout à l'heure. Pourriez-vous décrire Oui. brièvement en quoi consistent ces pratiques et comment elles se combinent pour aider à libérer les individus des schémas répétitifs? Est-ce qu'il y a une progression ou une hiérarchie dans ces étapes? Alors, oui et non, parce qu'on pourrait apprendre le déblayage tout de suite. Euh, mais dans un premier temps, notre mental a besoin de comprendre pour pouvoir l'accepter et pour que l'on arrive à aller au-delà. Donc, la première phase va être de comprendre déjà la philosophie qui vient de Lester Levinson, de comprendre ses enseignements, de comprendre ce que nous sommes, comment fonctionne notre subconscient, ce que sont les émotions, ce que sont ces scénarios de notre vie que l'on fait, que l'on vit ou que l'on subit, euh, et puis de comprendre ce qui les motive et de savoir comment laisser partir ses besoins d'approbation, ses besoins de contrôle, ses besoins de sécurité, ses motivateurs primaires de l'ego. Et comment on peut se libérer d'une émotion, d'un ressenti, d'une angoisse en quelques minutes. Ce déblayage, ça va être la première partie. On va commencer par ça et plus on va le pratiquer, plus ça va devenir facile jusqu'à devenir voilà une petite routine, un petit mantra, un petit exercice de kinesthésie qui dure 2 secondes. Et soit en quelques secondes, le ressenti, la colère, la rancœur, la tristesse, tout est parti. Le film est parti. Et c'est quelque chose qu'on le retrouve aussi avec le quantum entrainment de Frank Kinsey, qui est assez extraordinaire, c'est que quelquefois, on n'arrive même plus à se connecter au film de départ. Donc ça, c'est le déblayage. Euh, le détachement, ça va être utiliser le déblayage dans une situation ou pour travailler un point bien spécifique, pour arriver au point zéro. Donc c'est l'exercice, ni attachement, ni aversion. Euh, Où là, je vais vraiment déblayer, 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 déblayer ce qui m'attache, déblayer, déblayer, déblayer ce qui retient mon aversion, mon désir à repousser, à rejeter, à ne pas avoir, pour arriver au point zéro. Mais tout ça, ça reste encore du déblayage. Et puis l'introspection, je dirais, est une autre forme de déblayage que l'on peut faire lorsque la pratique devient beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide. Et donc, on peut aller vers cette technique de déblayage qui est beaucoup plus profonde, beaucoup plus rapide, où là, on va pouvoir laisser partir des blocs entiers en quelques minutes. Mm. Vous proposez également alors ce qu'on appelle des ateliers recettes. Alors je rassure nos téléspectateurs, il n'y a rien de culinaire dans tout ça, hein. Ce sont des ateliers que vous proposez, si je ne me trompe pas, en cabinet uniquement en Vendée, hein. C'est bien ça, Chantal, hein. C'est cela, oui. Alors, ces ateliers suggèrent une approche plutôt pragmatique, hein, pour gérer les émotions et les aspects difficiles de la vie. En quoi les recettes, alors on va rester dans l'idée culinaire, diffèrent-elles des techniques de développement personnel plus classiques? Et comment ces recettes aident-elles concrètement à briser les schémas répétitifs au quotidien? Hmm. Euh, donc, vraiment, ce sont pour des personnes qui ont une première approche de tout cela, qui ont lu, qui ont entendu, mais qui n'ont pas envie de rentrer dans une thérapie, qui n'ont pas envie de rentrer dans un programme quel qu'il soit.
qui ont juste envie de savoir comment ils peuvent se libérer de leur angoisse, comment ils peuvent se libérer de leur colère ou de situations qui reviennent dans leur vie. Et donc là, eh bien, nous allons explorer. Je vais leur donner un peu comme on donne des recettes de cuisine, des recettes que j'ai testées moi-même et des recettes qui fonctionnent très très bien, qui sont simples. Euh, et qui peuvent les aider à se libérer d'une émotion en quelques minutes et qu'ils peuvent facilement répéter chez eux, qu'ils peuvent facilement reproduire. Et donc, c'est une série de 5 ateliers euh, et c'est très sympa, très convivial. On s'amuse beaucoup, on rit de soi-même, on rit de tout ce que l'on met en place. Voilà, c'est bien de le faire avec cette convivialité où finalement le premier but c'est de sortir du drame. Mm. Le Theta Healing est décrit comme une prière au cours de laquelle nous sommes les témoins privilégiés du changement immédiatement. Vous pourriez nous expliquer la nature de cette prière dans le Theta Healing et puis comment cette approche permet d'observer des changements immédiats au niveau des croyances et des émotions liées au schéma répétitif? Oui, on peut décrire oui, le Theta Healing comme une prière et c'est ce que dit Viana. Elle dit, vous priez. Quand vous faites du Theta Healing, vous priez. On peut le décrire comme une prière un peu moderne, une prière interactive, au cours de laquelle le praticien demande quelque chose à Dieu, au Créateur, et lui dit, mais Créateur, est-ce que tu peux aider cette personne? Est-ce que tu peux enlever ce schéma qu'elle a? Est-ce que tu peux enlever son chagrin? Est-ce que tu peux enlever sa colère? Est-ce que tu peux enlever toutes les mémoires d'abus? Et est-ce que tu peux lui enseigner que c'est terminé? Et est-ce que tu peux lui enseigner ce que c'est que de retrouver sa dignité, ce que c'est que de reconnaître sa valeur, ce que c'est que de se sentir aimé, ce que c'est que de ressentir le soutien et ce que c'est que de ressentir ton soutien. Et à ce moment-là, ce qui va se passer, la différence avec une prière traditionnelle où souvent en même temps que l'on demande à Dieu de faire quelque chose, on visualise euh, tout le schéma positif et on visualise le manque. Là, on va visualiser le changement. Le praticien va visualiser la guérison en train de se faire. La guérison étant ces programmes d'abus, ces programmes de tristesse, ces programmes de chagrin, de manque d'estime de soi s'en vont comme une poussière noire, comme une fumée, et sont remplacés par des programmes positifs. Et je vois cette lumière qui entre dans la personne, je vois tout ça sous forme énergétique, et la personne ressent ce changement. Les personnes vont vous dire, ah, je sens qu'un grand poids est parti, je me sens libérée. Donc la guérison s'est faite dans ce sens. Euh, et, et le plus souvent, la guérison tient dans le temps. Sauf parfois quand on a affaire à un schéma répétitif, parce qu'il va falloir faire plusieurs guérisons pour en venir à bout. Euh, mais oui, dans ce sens, et ce ressenti de bien-être est ce qui va ancrer la guérison dans la personne. Sauf si, comme le mental ne sait que créer, et que les schémas d'habitude reviennent, que la personne repense à des choses ou des programmes ou des personnes d'avant et reconstruise le programme. Et je me souviens, un exemple concret de ça, je me souviens d'un monsieur absolument adorable qui était venu me voir parce qu'il avait des voisins bruyants. Et il voulait déménager, mais il n'arrivait pas à déménager. Donc, on fait une session de Theta Healing, ça a très bien fonctionné. 3 jours après, il déménage dans un endroit beaucoup plus calme, dans un camping avec des petits bungalows. Mais comme son programme était résistant, c'était des bungalows mitoyens et bien sûr, son voisin de bungalow était bruyant. Donc, alors il revient me voir et il me dit, bon, bah, c'est quand même beaucoup mieux, mais ça n'est pas complètement bien. Donc, on retravaille et
on a, on a travaillé plusieurs fois dessus et à chaque fois, quand il me quittait, quand il s'en allait, il me dit, non mais Chantal, vous voyez bien quand même, c'est pas de ma faute. Moi, je fais tout bien, mais il y en a tout le temps un qui est là pour m'embêter. Quand je dis m'embêter, je suis polie. Et là, je me disais, ah, ça y est, il a recréé son programme. Et effectivement, le programme ne tenait pas parce que il avait une sorte d'attachement à ça. Votre cheminement personnel, Chantal, vous a mené à développer donc la méthode directe dont on a parlé. Pourriez-vous Mm, mm. partager un moment clé de votre propre expérience où vous avez réalisé la nécessité de créer une approche aussi directe et efficace pour se libérer des schémas répétitifs? Qu'est-ce qui vous a motivé à rendre cette méthode accessible à tous par ailleurs? Oui, alors au début, c'était quelque chose de vraiment personnel. Je le faisais pour moi. Euh, et dans ma quête, les enseignements de Lester Levinson la release technique, la méthode Sedona sont vraiment venus à moi et ça a été une évidence pour moi. Euh, donc j'ai lu, j'ai beaucoup écouté Lester, j'ai fait des séminaires, j'ai fait des retraites. Euh, Puis j'ai découvert le Theta Healing qui a répondu différemment à des questions que je me posais, qui m'a vraiment permis de changer. C'était comme si j'avais une baguette magique. Je pouvais changer mes programmes en un instant. C'était extraordinaire. Et donc j'ai eu envie c'était tellement extraordinaire pour moi que j'ai eu envie de le changer et d'en faire profiter les autres. Et puis ce qui s'est passé, c'est qu'en 2018 j'ai pris conscience de ce qu'était l'enfant intérieur. Et là, ah, ça m'a paru tellement, tellement essentiel que quand j'avais aucune notion de oui, je parlais de l'enfant intérieur, j'ai fait des petits exercices dans la petite fille, etc. Ça n'avait jamais vraiment fait grand-chose pour moi, hein. Ça peut fonctionner pour d'autres personnes, mais ça n'avait pas fonctionné pour moi. Pense que ça ne devait pas être le proche dont j'avais besoin. Et quand je me suis trouvée confrontée à cet enfant intérieur et à quel point il pouvait taper du pied, être violent et même prendre le contrôle du mental de la personne, je me suis dit, c'est trop important. Et là, j'ai commencé un travail qui a duré pratiquement une année, où lorsque je faisais des séances de Theta Healing, je notais tous les programmes en lien avec l'enfant intérieur. Et j'ai créé ce premier séminaire. Euh, je l'ai d'abord créé en Theta Healing, euh, et il n'a pas été retenu, mais voilà, sûrement que ça ne devait pas être comme ça. Et puis Vienna reçoit des centaines tous les ans des centaines de très très bons séminaires et il faut faire un choix. Et là, je me suis dit, c'est tellement important, je vais le proposer, mais je vais le proposer avec les enseignements de Lester, avec ce qui n'était pas encore complètement la méthode directe. Il m'a fallu la travailler, cette méthode. Il a fallu que je me l'approprie. Il a fallu que je la fasse fonctionner pour moi. Et c'est quand elle a vraiment commencé à être, je dirais, au point et à fonctionner pour moi et pour les autres, j'ai testé ce séminaire et là, je me suis dit, non, c'est tellement important, il faut vraiment partager ça. Et j'ai vraiment envie, encore maintenant, je le fais pour moi, je le fais pour les autres, et j'ai envie de partager cette grande libération, ce bonheur, cette avancée sur ce chemin. Euh, voilà. Et je vais le faire avec une étape supplémentaire avec la publication de Clés vers le bonheur infini, qui est la traduction des enseignements de Lester sur une vingtaine d'années et qui va être bientôt, enfin bientôt, prête pour la publication. Alors, vous mentionnez avoir cherché et trouvé suite à une phrase entendue de manière quelque peu énigmatique. Pourriez-vous nous en dire plus sur ce long cheminement et les nombreux apprentissages qui ont jalonné votre parcours vers la compréhension et la création de la méthode directe? Quels ont été les moments les plus significatifs ou les révélations les plus importantes durant cette quête? Vous savez, je crois que en fait, ce que nous sommes maintenant, alors ça paraît un peu bateau de le dire comme ça, mais c'est vraiment le résultat de ce que nous avons été.
Et je dirais c'est le résultat de ce que nous avons été, de ce que nous avons fait, euh, soit à travers nos générations précédentes, soit à travers nos vies précédentes, selon ce qui est confortable pour nous. Je pense vraiment que si Lester euh, s'est réalisé dans sa vie, ça n'était pas un type ordinaire comme on nous le présentait. Euh, je pense que Lester est un prophète qui est venu nous remontrer la voie, nous redonner un mode d'emploi encore plus simple, euh, parce que nous n'avions pas toujours pas compris les enseignements qui nous ont été donnés il y a 2000 ans, et plus quand on pense à la voie hindoue. Mais je pense que si j'ai entendu cette phrase, cherche et tu trouveras dans ce lieu aussi improbable que cette galerie marchande, c'est parce que j'étais prête. Je crois que j'étais prête et je crois que c'est une petite intervention de je ne sais où qui m'a poussée un petit peu plus, même si déjà j'avais commencé à me poser des questions, même si j'avais eu, la première fois, je me souviens, c'était tout simplement des clients. À l'époque, je faisais des formations euh, d'anglais et de français langue étrangère, euh, avec une approche très particulière qui déjà avait. Déjà, quand j'avais rencontré ce linguiste, je l'avais rencontré quand il était venu faire une conférence à Paris, et déjà, il m'avait parlé de ces 10% de subconscient, 90% de subconscient. Il avait construit toute sa méthode d'apprentissage, d'acquisition basée sur cela. Et il m'a dit, ah, mais Chantal, je suis plus là-dedans, je suis dans qu'est-ce qu'on fait sur Terre? Et à l'époque, je me dis, mais complètement barré. Et en fait, j'ai suivi sa voie. Plus tard, j'ai compris. Et je pense que si je l'ai rencontré, je pense que si j'ai pu faire mon mémoire de maîtrise sur cette théorie, si j'ai pu le partager avec des clients, si à chaque fois ça me renforçait dans cette direction et dans cette recherche de ce que j'étais, au-delà de ce qui m'arrive, là, de ce que je vois de moi dans ce physique. Et, et je pense que j'ai toujours été poussée. Je pense que j'ai aucun mérite, en fait, à être là où je suis et à le partager. Parce que j'ai toujours été poussée. Ça me pousse. Je ne peux pas l'expliquer véritablement autrement. C'est là, ça me pousse. Et, et là, j'ai vraiment le sentiment d'être sur la voie. Et ce qui me pousse, c'est que j'ai envie d'aller jusqu'au bout de cette voie. Alors, je n'ai pas la motivation de Lester Levinson parce que lui, son corps l'avait lâché, donc c'était ça ou mourir. Je n'ai pas cette motivation-là, mais tous les jours, tous les jours, je, je, je me remets sur cette voie. Vous proposez des séances individuelles, des séminaires de groupe, des séances en ligne par ailleurs. Selon les besoins et les préférences des personnes, quelle modalité d'accompagnement vous semble la plus appropriée pour travailler sur les schémas répétitifs? Euh, Je dirais que ça dépend de la personne qui vient. Souvent, c'est elle qui choisit ce qu'elle a entendu parler du Theta Healing, ce que c'est une technique qu'elle veut apprendre, parce que c'est quelque chose qui lui convient. Euh, c'est souvent elle qui décide. Soit lorsqu'il y a des résistances où la personne sait qu'elle veut faire quelque chose, mais voilà, le Theta Healing ne lui convient pas forcément. Je vais lui proposer autre chose. Je vais lui demander si elle est d'accord pour travailler différemment, travailler avec la méthode directe. Et parfois, c'est ça qui va fonctionner très, très bien pour elle. Je dirais, ça se fait au fur et à mesure, ça se décide avec la personne. Mm. Vous parlez de l'essence qui est en chacun de nous et au fond de notre cœur comme source de guérison et de création. Mm. Comment définiriez-vous cette essence? Comment la méthode directe et le Theta Healing permettent notamment de se reconnecter à cette essence profonde et de la mobiliser pour transformer nos schémas répétitifs et notre réalité? Cette essence profonde, pour moi, c'est tout simplement l'être que je suis, l'être infini. Euh,
Et en fait, c'est simple. C'est ce que Lester Levinson explique si bien, c'est que si je regarde du côté de mon personnage, de mon corps, de mon mental, de mon ego, je regarde du côté de la souffrance. Puisque oui, nous avons bien des petits moments de joie, mais des petits moments de joie souvent noyés au milieu de beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de, je pense, ou quelle forme, quelle, quelle que soit la forme. Et donc, lorsque je regarde du côté de mon ego, eh bien, je ne regarde pas l'être que je suis. Mais lorsque je regarde du côté de l'être, l'ego disparaît. Si je regarde toujours du côté de l'être, à ce moment-là, je regarde du côté de mon infinité, du côté de mon omniscience, du côté de mon omnipotence, de mon omniprésence, de ma joie infinie. Et si je regarde suffisamment longtemps et suffisamment souvent du côté de mon être infini, eh bien, c'est ce qui se met à s'expanser à l'intérieur de moi et qui va tout simplement transmuter, changer, faire disparaître la souffrance et toutes les zones d'ombre. Et je me souviens avoir, euh, une fois où j'étais dans un séminaire et j'avais loué une salle et à côté il y avait une petite salle sans fenêtre qui servait de cuisine quand il y avait des réceptions. Et j'avais emmené le groupe dans cette petite pièce. Donc nous avions fermé la porte, nous étions dans le noir. Et j'ai dit, voilà, regardez, dans cette pièce, il fait noir. J'allume la lumière. Quand j'allume la lumière, le noir disparaît. Eh bien, en fait, c'est ça. Lorsque l'on permet à cette essence de s'expanser et de rayonner, les ténèbres disparaissent. Le noir disparaît. Pour conclure, Chantal Mallet, quel message essentiel souhaiteriez-vous transmettre à celles et ceux qui se sentent prisonniers de ces fameux schémas répétitifs et qui aspirent à une véritable guérison et liberté? Quelle serait selon vous la première étape concrète à entreprendre pour initier ce processus de libération et de transformation? Oui, alors je dirais peut-être se poser deux questions. La première étape, c'est euh, pourquoi est-ce que je garde ce schéma répétitif? Souvent, c'est un schéma qui nous fait souffrir, mais on le garde quand même. Pourquoi est-ce que je le garde? Pourquoi est-ce que je m'y accroche? Et la deuxième étape, ce serait d'aller voir est-ce que j'ai vraiment envie de le lâcher? Parce que si j'ai vraiment envie de le lâcher, je le lâche, j'arrête et je fais différemment une fois que j'en ai conscience. Mais le plus souvent, j'en ai conscience et je continue de se poser ces deux questions. Pourquoi est-ce que je garde ce schéma et est-ce que j'ai vraiment envie de le lâcher? Et ces deux questions vont vous donner la réponse et vont faire 90% du travail. Le reste, après, ça va être une question de, voilà, choisir savoir, choisir la méthode qui nous paraît la plus adaptée. Merci Chantal Vallée pour Merci. votre intervention et cette émission qui aura permis de nous focaliser sur les schémas répétitifs et pourquoi ils sont résistants à la guérison, et puis comment votre pratique peut permettre de s'extraire d'un contexte parfois aliénant. Une émission, bien sûr, à retrouver sur Conscience TV, mais également sur la chaîne YouTube de Chantal Mallet, dont les coordonnées s'affichent à l'écran, et puis rapidement et probablement sur le site officiel Tout droit vers soi. Rendez-vous le mois prochain avec Chantal Mallet à nouveau pour un nouveau sujet que nous développerons ensemble. Au revoir Chantal, à bientôt. Au revoir, Stéphane. Au revoir.